Bonjour à tous, bienvenue dans la boîte aux questions du mois d'octobre. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Eva, ingénieure en production animale et conseillère indépendante chez Conseil en agriculture. Nous accompagnons des éleveurs laitiers répartis dans toute la France pour les aider et les accompagner pour optimiser leur système d'élevage. Et puis aussi, on forme tous les futurs agriculteurs, quelle que soit leur production. On a sélectionné, comme chaque mois, 7 questions techniques auxquelles nous répondons aujourd'hui en vidéo. Alors c'est parti pour la première question. La première question a été posée par Naël qui demande « En monotraite, on gagne ou on perd jusqu'à combien de kilos de lait par vache et par jour ?» Et on a couplé cette question à celle de Martin qui est assez similaire. Il demande « Perd-on beaucoup de litres de lait quand on est en monotraite ?» Alors la monotraite, elle est facile à mettre en œuvre et l'avantage c'est que la décision elle peut être réversible. Vous pouvez donc changer la vie. C'est notamment le cas chez des agriculteurs qui vont faire la monotraite par exemple que le dimanche. L'intérêt c'est que ça vous fait gagner du temps évidemment et forcément le fait de ne faire qu'une seule traite par jour va générer une perte de production laitière. Il a été prouvé qu'en monotraite plutôt toute l'année, la perte de production de lait sur le troupeau est entre 20 et 30%. Donc pour une vache par exemple, qui habituellement va faire 25 kg de lait corrigé par jour, en monotraite, elle en ferait entre 17,5 et 20 kg par jour. Mais attention, la perte de production laitière est très variable selon les animaux. Il y a en effet un facteur individuel et donc il y a des vaches qui vont bien supporter la monotraite, qui vont peut-être perdre que 10-15% de production comparativement à quand elles sont en bitraite. Et puis il y a d'autres vaches qui vont pas du tout supporter la monotraite et qui peuvent, elles, perdre plus de lait. L'autre chose à souligner au sujet de la monotraite, c'est que certes on parle de perte de lait, mais l'avantage de la monotraite, c'est qu'elle va concentrer le lait. Donc vous allez avoir des taux qui vont augmenter et les essais et les réalités de terrain montrent qu'il y a plus 2,8 g par kilo de matière grasse supplémentaire, donc un meilleur taux butyreux, et plus 1,5 g par kilo de matière protéique, donc un taux protéique qui est meilleur lorsqu'on est en monotraite. La monotraite, comme vous l'aurez compris, vu qu'on vient moins stimuler la mamelle chez l'animal, forcément, la vache va générer moins de lait et donc c'est pour ça qu'il y a une baisse de production laitière en monotraite. Passons maintenant à la deuxième question qui est dans la continuité de la première. Et elle a été posée par Martin qui demande quels sont les avantages et les inconvénients de la monotraite. Donc on en a déjà dit quelques-uns sur notamment les avantages, à savoir que c'est facile à mettre en œuvre, que la décision elle peut être réversible, donc vous pouvez très bien faire une monotraite par exemple pendant 2 mois et revenir en arrière et vous dire non en fait j'ai besoin de revenir en bitraite. Il y a aussi vraiment une facilité de mise en œuvre, il y a simplement besoin de décaler l'heure de l'unique monotraite le jour où vous êtes en monotraite par exemple si c'est le cas du dimanche. Et donc l'intérêt général est quand même que ça vous fait gagner du temps. Alors attention, ça n'enlève pas autant de temps que ce que vous auriez passé sur une traite entière puisqu'en fait il y a aussi toujours le soin aux animaux qui est à faire et puis une monotraite dure toujours un petit peu plus de temps que si vous aviez fait 2 traites par jour. L'autre avantage c'est que vu que les animaux sont moins sollicités en termes de besoins pour fabriquer du lait, elles vont donc avoir des besoins un petit peu plus valorisés en termes de fertilité et de fécondité. Donc du coup, il y a de meilleurs résultats d'un point de vue reproduction chez des animaux qui sont en monotraite. Un autre intérêt, notamment pour les éleveurs qui vont transformer leur fromage, c'est qu'on a une hausse du rendement fromager sur les troupeaux qui sont en monotraite. Et un dernier avantage non négligeable, notamment chez les éleveurs qui sont pâturants, c'est que le fait d'être en monotraite, généralement, ça vous ouvre plus de perspectives sur les surfaces qui sont accessibles au pâturage, puisque comme vous limitez un aller-retour par jour jusqu'à la salle de traite, généralement, vous pouvez envoyer des animaux plus loin pâturer, et donc généralement, ça ouvre la perspective d'une surface accessible au pâturage qui est plus grande que celle que vous auriez eue en bitraite. Passons maintenant aux inconvénients. Donc les inconvénients de la monotraite sont généralement assez connus et notamment pour le premier point, notamment le taux cellulaire qui va augmenter. Alors attention, le taux cellulaire augmente certes en monotraite mais surtout le premier mois et normalement après ça se remet à un niveau constant, surtout sur les troupeaux qui étaient initialement sains en cellules d'un point de vue lait au tank. Évidemment, un troupeau qui va déjà être infecté en cellules, si on passe en monotraite, on va avoir encore plus de difficultés à redescendre le taux cellulaire après 1 mois de mise en route de monotraite.
Un autre inconvénient vont être que les mammites vont être plus difficiles à soigner. Alors même si les mammites ne sont pas plus nombreuses en monotraite, elles sont plus difficiles à soigner puisqu'en fait, mécaniquement, comme on va moins vider la mamelle aussi souvent qu'en bitraite, forcément les germes ils vont moins s'enlever rapidement et moins se vidanger, donc les mammites sont plus difficiles à soigner. Pour les éleveurs qui sont transformateurs, il y a aussi une hausse du temps de prise du cahier, donc c'est quelque chose qui est à prendre en ligne de compte dans votre temps de travail en termes de transformation. Et puis un autre point qui est important, c'est qu'en monotraite, il y a une baisse d'ingestion de l'animal, ce qui peut entraîner des difficultés à maintenir des états d'engraissement et des notes d'état corporel favorables. Donc je mets une grosse vigilance sur la ration qui est vraiment à adapter en monotraite parce que vu que la capacité d'ingestion est un petit peu réduite, il faut absolument reconcentrer la ration pour être sûr que la vache peut couvrir tous ses besoins et notamment son maintien d'état corporel, même en monotraite. Dernier petit aspect que vous pourrez observer en termes de bien-être animal, c'est qu'il peut y avoir sur les premières semaines du passage en monotraite un inconfort en termes de douleur mammaire sur les vaches, puisque comme la mamelle n'est pas suffisamment vidangée, pas suffisamment stimulée, les vaches peuvent ressentir un petit peu plus de douleur en termes de mamelle. Et on a constaté que lorsque le passage en monotraite se fait sur des animaux qui sont notamment au pâturage ou du moins qui ont accès à l'extérieur pour notamment se déplacer, les déplacements vont calmer la douleur puisqu'en fait la tension mammaire est limitée lorsque les animaux sont en déplacement. Voilà à peu près pour les grands avantages et les grands inconvénients de la monotraite. On passe maintenant à la troisième question qui n'a rien à voir. Elle a été posée par William qui demande « Est-ce que ça vous arrive d'utiliser des logiciels pour la formulation de vos concentrés d'aliments ?» Alors oui, tous les jours. Dès lors qu'il y a des concentrés dans une ration, on va évidemment venir calculer les valeurs alimentaires exactes de ces concentrés d'aliments. Et sachez que même vous, agriculteurs, en termes d'autonomie, vous pouvez très bien calculer les valeurs alimentaires des concentrés s'ils sont composés uniquement de matières premières. En fait, les valeurs alimentaires de toutes les matières premières agricoles sont disponibles à tout le monde, gratuitement, en ligne. Et vous pouvez, par exemple, si vous avez un mélange maïs triticale que vous donnez à vos animaux, simplement faire un petit tableur Excel ou un petit tableur de calcul à la main pour calculer la moitié des valeurs alimentaires d'un maïs et celle d'un triticale pour obtenir celle du concentré que vous distribuerez. Pour ce qu'il y en a du métail grain, il est plus difficile d'estimer les valeurs alimentaires. Alors il y a plusieurs possibilités. La première, la plus simple, est de prendre en photo votre métail grain avec vraiment la répartition des protéagineux, des céréales qui le composent. Et sur le site internet Esti-Métail, vous pouvez, en informant les photos sur le site internet, obtenir une estimation des valeurs alimentaires. L'autre possibilité pour le métail grain est simplement de calculer en fait la répartition des céréales et des protéagineux qui le composent pour faire un prorata des valeurs alimentaires de chacune de ces matières agricoles. Et la dernière possibilité que vous pouvez rencontrer, c'est les concentrés dits du commerce, donc que vous aurez acheté auprès d'un fabricant, donc vous n'avez pas toujours la composition exacte. Et là, les valeurs alimentaires sont beaucoup plus difficiles pour être trouvées. Soit vous le demandez à votre fournisseur, sachant que la composition peut évoluer au fur et à mesure des livraisons. Soit vous êtes équipé d'un rationneur professionnel, comme c'est le cas chez les conseillers nutritionnistes de chez Conseil en Agriculture, qui permettent de retrouver la composition et donc les valeurs alimentaires exactes du concentré que vous utilisez. Donc retenez une chose, toutes les matières agricoles premières sont des valeurs alimentaires disponibles. Pour le métail grain, vous pouvez aller sur le site Esti-Métail ou bien télécharger sur Conseil en Agriculture un petit tableur de calcul rapide des compositions du métail grain. Sinon, vous faites confiance à votre nutritionniste ou votre conseiller qui serait équipé d'un rationneur professionnel. On passe maintenant à la quatrième question et on revient sur un sujet encore de la monotraite. Et cette fois-ci, c'est Quentin qui nous pose la question. Passer en monotraite augmente-t-il le risque d'avoir des cellules ? Alors on y a un petit peu répondu tout à l'heure. Donc la réponse, comme vous l'aurez compris, est oui. Il y a très souvent
une augmentation des taux cellulaires sur le passage en monotraite, notamment le premier mois. Mais c'est un taux cellulaire qui va revenir à la normale, normalement sur les troupeaux sains. Donc je rappelle qu'un troupeau sain est un troupeau qui ne produit que 200 000 cellules maximum par millilitre de lait au tank. Dès lors que vous avez un troupeau qui est plus infesté de manière générale au tank, il n'est pas recommandé de passer en monotraite tant que les soucis sur le comptage cellulaire ne sont pas réglés. Selon les laiteries, les pénalités cellules varient entre 3 à 17 € les millilitres dès lors que vous franchissez le cap des 300 ou 400 000 cellules au tank. Donc vraiment, retenez que oui, ça peut faire plus de cellules, mais surtout, ça revient à la normale sur les troupeaux qui étaient initialement sains. Dernière chose, n'oubliez pas que les mammites sont plus difficiles à soigner, mais qu'elles ne sont pas pour autant plus récurrentes que si vous étiez en bitraite. Donc, bilan des courses, la monotraite, oui, il n'y a pas de problème de cellules, seulement si vous avez un troupeau sain et que vous soignez correctement les mammites. On passe maintenant à la question 5. Elle a été posée par Monsieur Baudouin qui nous demande d'où vient le problème des mammites sur les génisses gestantes de 18 mois, notamment quartier avant. Donc je rappelle qu'une génisse gestante de 18 mois est une génisse qui n'a donc jamais mis bas et donc il n'y a pas de raison évidente qu'elle fasse en effet des mammites. C'est un sujet qui a été énormément recherché notamment aux États-Unis puisqu'en fait il a été montré certaines hypothèses sur l'apparition des mammites sur des génisses gestantes ou même sur des toutes jeunes primipares qui n'auraient aucune raison d'être infestées en mammites. Donc en effet, la phase de préparation au vélage sur des jeunes génisses, donc c'est-à-dire les 2 mois qui précèdent leur tout premier vélage, est la période pendant laquelle la glande mammaire se développe le plus en termes de quantité. Donc c'est bien à ce moment-là qu'il faut être extrêmement vigilant puisque c'est à ce moment-là qu'elle peut être sujette éventuellement à une infestation. Et notamment des staphylocoques dorés à plus de 20% sur des génisses qui sont concernées par des mammites quand elles sont encore gestantes, ou bien les staphylocoques coagulase négatifs dans plus de 40% des cas des génisses qui auraient des mammites avant vélage. Il y a plusieurs hypothèses sur l'apparition de ces mammites avant vélage sur des jeunes génisses. Il y a notamment le phénomène de tétée entre animaux qui va générer l'apparition des mammites avant vélage. Il y a aussi l'hygiène du bâtiment ou de l'environnement dans lequel évoluent ces génisses gestantes. Il faut vraiment être très sérieux sur l'hygiène en termes de paillage, d'alimentation aussi, sur ces génisses gestantes avant vélage. Et très souvent aussi, il y a une surcouverture en termes de besoins énergétiques et azotés sur les génisses avant vélage qui vont causer, on va dire, une sensibilité plus accrue au phénomène de mammites. Et donc, n'oubliez jamais qu'il est plus favorable de conduire une génisse gestante de 18 mois comme une vache tarie en préparation au vélage plutôt que comme une vache laitière pour être sûr qu'on ne va pas surcouvrir leurs besoins. D'autres pistes ont été sérieusement envisagées, notamment par les mouches et le fait que les environnements dans lesquels évoluent les troupeaux ne sont pas traités larvicides, puisqu'en fait les mouches sont un vecteur de transmission des staphylocoques dorés notamment, et donc du coup l'idée de traiter d'un point de vue larvicide les bâtiments et les environnements des troupeaux vont limiter la transmission des staphylocoques dorés, notamment sur les génisses. Et dernière petite suggestion en termes de nutritionniste que je peux être, c'est de vraiment être irréprochable en termes de couverture minérale et oligo-éléments dès la naissance pour être sûr que le rumen et toute l'immunité de la vache est bien couverte et donc va limiter l'apparition des mammites sur toute la vie de la vache et donc y compris avant son premier vélage. Passons maintenant à la question 6. Tom nous demande pourquoi est-ce que les vaches mangent plus et donnent la même chose. Alors, je comprends dans sa question qu'il s'interroge sur le fait que si 2 vaches mangent la même ration, il y en a une qui va donner plus de lait et l'autre moins. En effet, c'est une très bonne question. Il faut savoir que la capacité d'ingestion d'une vache, donc la capacité, ça correspond à la quantité qu'elle est capable d'ingérer dans son rumen, va dépendre de plusieurs facteurs. Son poids, son potentiel laitier, ses semaines de lactation, donc si elle est en début de lactation ou en fin de lactation, son état de gestation aussi, donc si elle attend un veau ou non, son âge et son état d'engraissement général, donc sa note d'état corporel si c'est plus simple pour vous.
Il faut bien que vous arriviez à comprendre que la capacité d'ingestion d'une vache, c'est comme si on parlait de la taille d'un frigo. Donc forcément, quand vous êtes étudiant, vous avez plutôt un petit frigo. Et quand vous êtes une famille, vous avez un grand frigo. Eh bien, les capacités d'ingestion des vaches, c'est comme une taille de frigo. Elle peut être différente selon les objectifs et les caractéristiques de l'animal. En revanche, l'intérieur du frigo correspond bien à ce qu'on va distribuer en termes de ration. Et donc, c'est bien l'intérieur du frigo et donc la ration qu'on distribue qui doit être en capacité de couvrir les besoins de l'animal. Par exemple, une vache qui habituellement devrait faire 25 kg de lait, on peut estimer comme ça grossièrement qu'elle a une capacité d'ingestion de 22 kg de matière sèche par jour. Selon si la ration va être encombrante, on va pouvoir lui donner plus ou moins de quantité d'aliments et donc de concentration de ration qui vont pouvoir couvrir ses besoins. Par exemple, une ration qui va être très fibreuse va occuper beaucoup d'espace et donc on ne pourra pas forcément bien couvrir les besoins de l'animal. Mais par contre, sa capacité d'ingestion, elle, sera déjà saturée, mais par contre, ses besoins ne seront pas couverts. Si on prend un comparatif entre une vache en préparation au vélage et une vache laitière, vous comprenez bien que une vache en préparation au vélage a une capacité d'ingestion qui est très réduite puisque son veau prend beaucoup de place et donc son rumen n'a plus autant de place que si elle n'avait pas de veau pour manger. Donc on doit, pour nourrir une vache en préparation au vélage, lui donner une ration qui occupe peu d'espace, donc des fibres très courtes. Et c'est notamment pour cette raison qu'on recommande de la paille broyée en plus d'une ration classique pour les prépas vélage. Mais on doit bien concentrer la ration en termes de besoins pour être sûr que malgré le fait qu'elle ne peut pas ingérer, on va dire, une grande quantité de ration, eh bien, ce qu'elle aura mangé est très concentré. Un peu comme des barres protéinées d'un sportif, si vous voulez une comparaison. Si je reprends mon exemple sur des vaches laitières, qui vont faire habituellement 25 kg de lait, eh bien, on aurait, dans notre exemple, la vache Marguerite, qui va être en début de lactation, qui n'a pas encore une capacité d'ingestion très élevée, mais qui par contre a des gros besoins pour faire beaucoup de lait, pour monter par exemple à un pic de 30 kg. Et on a notre vache Fleurette, qui va être plutôt elle en fin de lactation, donc elle a une capacité d'ingestion qui est quand même plus élevée qu'un démarrage de lactation, mais par contre ses besoins sont beaucoup plus faibles. Donc finalement, elles vont manger normalement la même ration, mais elles n'ont ni la même capacité d'ingestion, ni les mêmes besoins. C'est pourquoi les vaches qui mangent la même chose ne doivent pas pour autant toujours donner le même lait, parce que ça dépend de leurs caractéristiques. Passons maintenant à la 7e et dernière question. Justin nous demande, combien gagne-t-on quand on veut s'installer en tant que jeune agriculteur ? Il y a d'abord la réponse légale. Si vous demandez la dotation jeune agriculteur, vous avez l'obligation de devoir dégager un SMIC, c'est-à-dire 1 767 € bruts par mois, soit environ 1 400 € net mensuels. Après, il y a la réponse pratique qui doit être quels sont vos besoins que vous devez couvrir pour vivre. Et donc, vous adaptez les prélèvements privés sur la société que vous avez créée. Maintenant, je vous fais la réponse qui est plus évidente et plus pratique. Et je vous renvoie la question, et notamment à toi, Justin, c'est quels sont tes besoins financiers pour vivre? Est-ce que tu as un loyer? Est-ce que tu as une voiture à payer, une maison à rembourser, des enfants à nourrir, etc. Et donc, c'est bien ce calcul-là que tu dois faire pour savoir quel est le salaire que tu as besoin, dont tu as besoin sur ta société. Je peux te dire que sur le terrain, j'ai vu énormément de jeunes agriculteurs installés dans des systèmes d'élevage très variés et les salaires et les besoins en prélèvement privé sont très différents selon les gens. Ça dépend de leur situation familiale, aussi la situation d'endettement sur la ferme qui vient d'être créée. Et donc, il y a évidemment des agriculteurs qui vont se payer un SMIC, mais d'autres qui peuvent aller jusqu'à 3 à 3 500 € net par mois. C'est vraiment très variable. Donc ça dépend selon la structure sur laquelle tu t'engages. L'important, c'est bien d'avoir un suivi notamment très précis de ta trésorerie et d'avoir un suivi comptable et un suivi de ton gestionnaire d'élevage qui est plutôt bien fait pour être sûr qu'il n'y a pas de dérapage et d'anticiper tout ce qui pourrait mettre en péril tes prélèvements privés sur la structure. En tout cas, pas d'inquiétude. Sachez qu'en agriculture, il est évidemment possible de bien se payer. On entend trop souvent parler des agriculteurs qui ont du mal à se rémunérer et c'est en effet une réalité, mais il y a aussi
toute une partie des agriculteurs qui vivent bien, qui peuvent se payer un prélèvement privé qui est vraiment à la hauteur de leurs espérances. Et donc ça, c'est aussi important de le souligner. Ça y est, les 7 questions du mois d'octobre sont terminées. Merci de nous avoir posé toutes vos questions. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous en envoyer à bonjour@conseillesenagriculture.fr ou sinon directement sur les boîtes aux questions que nous ouvrons régulièrement, particulièrement sur Instagram. En attendant, abonnez-vous bien à la chaîne YouTube car plein d'autres vidéos arrivent bientôt. À bientôt!